ici Média Espérance. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une belle artiste. Bonjour Erika. Bonjour. Ça fait vraiment un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur Média Espérance. Donc, Erika, tu es une comédienne, journaliste, conférencière et mère de famille. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, effectivement. Tu as étudié à l'École nationale de l'humour à Montréal et tu es diplômée en journalisme à l'UQAM. Ouais. Donc, avec ta famille, ton conjoint et tes deux grandes filles, vous habitez maintenant en France depuis une dizaine d'années et tu vis de ton art là-bas. Oui. Tu as grandi à Shawinigan, ici. Oui. Oui. Est-ce que tu peux nous parler... Est-ce que tu pensais un jour devenir humoriste et vivre de ton art? Moi, j'ai un souvenir précis de... Au secondaire, j'ai fait un concours qui s'appelait Jeunes pour rire, qui était issu du festival Juste pour rire. Et l'idée, c'était qu'on puisse créer un numéro. Et je me rappelle à ce moment-là d'avoir été en contact parce que je m'étais rendue j'avais comme... Ça avait bien fonctionné. J'avais rencontré des gens du métier qui m'avaient aidé à peaufiner mon numéro. Je m'étais rendue un peu loin dans ce concours-là. Puis là, j'avais découvert qu'il existait l'École nationale de l'humour. C'était mon rêve, en tout cas. C'était mon rêve de pouvoir travailler comme humoriste, de pouvoir écrire des spectacles. Moi, ce que j'aime du métier d'humoriste, c'est pouvoir à la fois écrire et jouer. Parce que souvent, comme comédienne, on va attendre d'être appelée en entrevue, on va passer des castings. Moi, ce que j'aime, c'est de ma profession, en tout cas, c'est que j'écris ce que je joue. Et voilà, j'aime ce format-là. Ok, wow. Donc, comme je l'ai mentionné brièvement tantôt, tu es québécoise d'origine. Tu exerces ton métier de comédienne partout en France depuis une dizaine d'années environ. 15 ans. 14 ans. Ouais. Ok. Vivre de ton art en France te semble-t-il plus évident qu'au Québec? Moi, j'adore le Québec. Hein. Oui. Et j'adore la France aussi. Et s'il y a une chose qui fait que j'ai choisi la France pour habiter, c'est cette raison-là. Ok. C'est qu'en France, il y a une valorisation de l'art, du métier d'artiste. Je trouve qu'au Québec, on colle beaucoup artiste et vedette, comme si c'était la même chose. Comme si t'es pas une vedette, ben, tu peux pas vivre comme artiste. Okay. Il faut que tu sois forcément reconnu par le grand public. En France, il y a un statut qui s'appelle l'intermittence du spectacle, qui vient soutenir la création artistique, qui vient permettre à des artistes, j'ai envie de dire, qui sont pas des vedettes. Moi, il n'y a personne qui me reconnaît dans la rue, mais je vis bien de mon travail. On m'appelle régulièrement, toutes les semaines, je reçois des propositions de spectacle. Mais parce que j'ai fait un réseau avec les années. Et parce que, par exemple, un centre social va m'appeler pour une thématique, un relais d'assistante maternelle, une association. Ils créent un événement et à ce moment-là, ils sont à la recherche d'un spectacle où il va y avoir à la fois de l'humour et du contenu. Et ils m'appellent pour des choses comme ça. Moi, au Québec, en tout cas, ce que j'ai connu de ma pratique artistique, c'est que j'ai autoproduit des spectacles. Et à un moment donné, au bout d'avoir joué ces spectacles-là 10, 15 fois, j'étais un peu au bout de... Ça s'épuise. Ça s'épuise. Alors que pour te donner une idée, mon premier spectacle avec lequel j'ai beaucoup tourné, je l'ai joué 230 fois en France. Wow! Donc, il y a vraiment une possibilité de jouer. J'ai arrêté de le jouer parce que j'en pouvais plus. En fait, j'avais des hauts le cœur quand on me demandait le fait. C'était le temps de passer à une autre création. Pour te donner une idée, voilà. Ok, c'est vraiment intéressant comme concept. Ouais. Tes spectacles humoristiques ont pour but de conscientiser le public tout en le faisant rire. Une combinaison que tu appelles le rire-fléchir. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de quoi? Qu'est-ce qu'il s'agit exactement? Moi, mon intention, c'est... Il y a quelque chose de l'ordre de l'éducation populaire dans les spectacles que je fais. J'ai vraiment envie de pouvoir partager ce que j'ai compris. Je me suis formée pendant 10 ans en communication non violente. Pour moi, le métier de parent a été un vrai apprentissage. Et je me suis sentie plein de fois très démunie, en fait. Et pour moi, l'idée de faire réfléchir, c'est que les gens, si on leur dit « On va faire une conférence sur les étapes du développement de l'enfant », ça fait pas très envie. Par contre, si on dit « Hey, le spectacle s'appelle Être parent, mais vous en rire, vous allez rire, on va faire aussi un spectacle interactif, vous allez pouvoir venir sur scène », là, tout de suite, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a un intérêt qui est plus... Puis l'idée, c'est de toucher des publics différents aussi. C'est-à-dire que tout le monde ne viendra pas s'inscrire à une formation en communication non violente. Mais, venir voir un spectacle d'1 heure, là, tout à coup, on peut toucher un public beaucoup plus large. Ok. Voilà. Donc, c'est réfléchir. Pour moi, le sens, c'est ça. C'est de toucher un public large. L'humour, pour moi, c'est pas une finalité. L'humour, c'est un moyen pour pouvoir aller toucher des cœurs.
pour pouvoir parler d'enjeux essentiels, aller connecter à notre endroit d'humanité, j'ai envie de dire. Pour moi, la posture d'artiste, c'est ça. C'est aller connecter à notre humanité commune. OK. Puis l'humour, c'est pas... je veux dire, c'est sûr qu'un spectacle... Peut-être que mon spectacle ne serait pas présenté à Juste pour rire, parce que c'est pas un rythme de rire aux 15 secondes. Par contre, tu vas ressortir en disant, ouais, j'ai aussi pu penser à certaines choses, je me suis retrouvée dans certains personnages, j'ai été touchée, j'ai aussi été émue. Moi, c'est mon endroit, c'est-à-dire que c'est pas que de l'humour, il y a aussi de la réflexion, c'est pour ça réfléchir. Ah, c'est vraiment intéressant, c'est beau ce que tu dis. Ben, merci. Dans tes spectacles, tu parles de parentalité respectueuse, responsable, disons. Oui. C'est quoi ça? Pour moi, ce serait une façon d'être en relation avec ses enfants où on est à la fois à l'écoute des besoins de l'enfant et aussi à l'écoute de ses propres besoins comme père. Okay. Et c'est éduquer dans la conscience qu'on a des besoins mutuels. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose pour mon enfant, il exprime des besoins et il se passe quelque chose pour moi aussi. Et c'est comment ça va me demander du discernement, d'être à l'écoute de ce qui se passe, de répondre aux besoins. Puis il y a des moments quand les enfants sont jeunes, ça va peut-être me demander pendant quelques minutes de mettre mon besoin de côté, mais je ne vais pas lâcher mon besoin non plus. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut avoir une image un peu caricaturale de parentalité où on serait complètement dédié. Et c'est important que ce soit vraiment un mouvement de je prends soin de l'autre et j'ai aussi envie de prendre soin de moi. Et je prends soin de moi parce que je veux continuer à prendre soin de l'autre. Et que si je fais que donner, à un moment donné, mon verre est vide, puis je pète des câbles, en fait. Alors que l'idée, c'est de développer sa conscience. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans la relation avec mon enfant? Est-ce que j'ai envie qu'on travaille sur la confiance ensemble? D'avoir des relations où, oui, mon enfant va se tromper, il va faire des erreurs, mais en même temps, j'ai envie qu'il développe la confiance en lui et la confiance dans la relation avec moi aussi. Mais en même temps, j'ai pas envie de me faire non plus... que ce soit un truc où je me fais mener par le bout du nez non plus. Ouais. C'est comment on va être conscient des enjeux de chacun, puis chacun va être à sa place. Moi, j'ai un rôle de cadrage comme parent, puis en même temps, ce cadre-là, il va évoluer parce que mes enfants grandissent, puis qu'à 2, puis à 18, ça n'a rien à voir, le cadre. Mais c'est comment ça évolue. Puis comment je reste en conscience de ça en faisant de mon mieux, puis il y a des erreurs là-dedans, puis... On fait de notre mieux les deux. Là. OK, c'est un type de balance dans le fond. Ben, il y a quelque chose, ouais, on prend soin de l'un et de l'autre. OK. Les deux, ouais. Tu es formée depuis environ 10 ans sur la communication non violente. Ouais. Et tu l'interprètes au cours de tes spectacles. Vois-tu cela comme un moyen de bâtir un monde meilleur? Ah oui, clairement, c'est-à-dire que pour moi, la communication non violente, c'est un outil, mais plus largement, l'idée, c'est de contribuer à un monde de paix. Vraiment, il y a quelque chose de... Puis même, des fois dans les formations, je parle même pas de communication non violente, c'est ça dont il est question, mais c'est... Pour moi, c'est vraiment l'idée de comment on construit un monde de paix au quotidien. Comment dans notre intimité, dans nos relations de couple, dans nos relations familiales, dans notre entourage professionnel, comment on va avoir... Sur quoi j'ai la main pour construire la paix au quotidien? Qu'est-ce que c'est les graines que je peux semer? Comment je vais entretenir des relations où... entretenir des liens de qualité, j'ai envie de dire. Parce que c'est là-dessus, quand j'ai un lien, si on a un lien de qualité, toi et moi, quand ça va bien aller, je vais te le dire, hey, merci pour cette entrevue-là, Florie. Puis s'il y a des choses qui ne me conviennent pas, mais que notre lien est de qualité, on va être plus en confiance les deux pour que je puisse te dire aussi, puis la prochaine fois, est-ce qu'on pourrait faire comme ça? Puis je vais pas te faire de reproches, mais je vais te faire des demandes pour la suite. Est-ce que tu serais d'accord? Là, c'est pas le cas du tout, hein? Mais comment on va faire pour entretenir des liens de qualité dans nos vies? Pour moi, c'est vraiment ça les enjeux. Puis je m'aperçois combien... Oui, je me suis formée longtemps pour ça. C'est quelque chose qui a révolutionné ma vie. Et en même temps, c'est des apprentissages au quotidien parce que c'est pas un truc où c'est pas de la technique, c'est de l'incarnation qu'on va avoir. Là. On veut pas des gens qui nous amènent des belles théories. On veut qu'ils sachent les incarner au quotidien. Là. Puis nos émotions, des fois, elles montent fort. Vraiment. Vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment je fais avec cette puissance-là? OK, ben, ma colère, là, quand elle monte super fort, quand elle est très intense, ça part de l'intensité de mon besoin à moi. C'est peut-être parce que j'ai envie d'être respectée, par exemple. Ou parce que là, je suis vraiment épuisée puis j'ai vraiment besoin de repos. Mais mon besoin de repos, là, il est en train de hurler à l'intérieur. Donc, c'est ça. Ça me passionne, ces questions-là. Mais oui, c'est vraiment dans l'idée de contribuer à un monde meilleur, à des relations plus paisibles. Ouais. Wow! Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à cette communication non violente? Alors, on va revenir à ça fait des liens. Ouais. Tout ça, pour moi, c'est vraiment le déclic, ça a été quand je suis devenue maman. Okay. Je me suis sentie vraiment démunie par moment. Il y a vraiment eu des moments où je pétais des câbles sur mes enfants parce que je savais pas faire autrement. Puis
découragée. Je voyais bien que c'était pas la bonne façon, puis en même temps, mais je savais pas faire autrement parce que mes émotions montaient très très fort. Et que ça a vraiment été ça qui m'a amenée à m'intéresser à la communication non violente. J'ai lu un bouquin qui s'appelle un livre, pardon. C'est bon. J'ai lu un livre qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. OK. J'ai d'abord entendu une entrevue sur RCF, qui est les radios chrétiennes francophones. J'ai entendu cet auteur-là, Thomas Dansbourg, en entrevue. Je me suis dit, waouh, ok, ça me parle. J'ai acheté son livre, j'ai appris qu'on pouvait se former après. Je suis allée en formation. Le processus de certification s'est mis en place aussi parce que rapidement, on a fait appel à moi pour mes compétences de comédienne. Donc, c'était super parce qu'il y avait des formatrices qui m'interpellaient pour aller en formation avec elles pour montrer en sketch comment ça se passait. OK. Fait que ça m'a vraiment permis d'avancer aussi. Wow, c'est cool. Ça a été une vraie opportunité. Génial. Dans tes spectacles, tu joins l'approche du théâtre forum, en faisant participer et réfléchir le public, comme on parlait tantôt. Parfois, les spectateurs montent sur la scène afin de montrer leur point de vue, expliquer des pistes de solutions aux enjeux qui sont exposés dans tes pièces. D'où t'es venue l'idée de ce concept unique? Alors, c'est pas moi qui ai inventé le concept. De la même façon que la communication violente, c'est pas moi qui ai inventé. C'est Marshall Rosenberg qui a inventé ça. Le Théâtre Forum, c'est Augusto Boal au Brésil. C'est un grand mouvement. Il y a eu le Théâtre de l'opprimé. Il y a plusieurs branches, j'ai envie de dire, du Théâtre Forum. Okay. Moi, je me suis vraiment inspirée. Au Québec, avant de partir, j'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelle Mise au jeu, qui m'a formée au Théâtre Forum comme comédienne. J'étais impressionnée par les gens qui, on appelle ça joker, la posture de joker, celui qui est au centre et qui fait le lien entre les comédiens et ce qui se passe dans le public. Je me disais, comment on fait ça? Mais il y a plein de choses, elle ne doit pas savoir quoi dire. Et j'étais vraiment fascinée par cette posture-là. Puis c'est un ami qui m'a dit, mais en fait, t'es juste le passeur, t'es le facilitateur entre la salle. Toi, t'arrives jamais à court d'idée parce que tu leur demandes, vous en pensez quoi? Vous avez vu quoi? Puis vous feriez quoi? Et l'idée, après ça, c'est que le public vient, dans le fond, un théâtre forum, c'est vraiment, on a par exemple une thématique qui est choisie. Par exemple, avec Mise au jeu, on a travaillé sur la question d'itinérance au centre-ville, entre les gens qui travaillaient dans les commerces et les itinérants et les policiers. Donc tous les acteurs sociaux étaient là, réunis dans la salle. Puis là, on avait travaillé sur des sketchs. Donc là, les personnes qui étaient en itinérance venaient jouer les sketchs. Puis là, on leur demandait qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous feriez autrement? Comment vous pourriez dire autrement? Puis l'idée, c'est que les gens viennent sur scène, puis ils remplacent un des personnages pour dire, moi, je ferais plutôt comme ça. Puis là, oui, mais qu'est-ce que vous faites là? Puis là, on rejoue le sketch. Okay. Moi, je l'utilise beaucoup sur les questions de parentalité, le théâtre forum, et je l'ai mélangé avec la communication non violente, c'est-à-dire qu'à la fois, je fais de l'interaction avec le public, mais j'essaie aussi de pouvoir donner des apports autour de la non-violence. Parce que j'ai bien vu comment, oui, il y a de la connaissance dans la salle, et en même temps, il y a des fois, on ne la connaît pas, cette troisième voie-là. On a l'impression que c'est soit je m'impose, soit je m'écrase, et que j'ai que deux choix. Mais on reste dans la violence si on est à cet endroit-là. On l'appelle la troisième voie, la voie de la non-violence. Ça, on n'a pas toujours de la clarté. Donc, ça peut être intéressant des fois que j'amène un regard sur... C'est ça, ça peut être flou par moment. Ouais. La différence entre l'usage protecteur de la force puis l'usage punitif de la force, c'est pas pareil. Si je vais avec l'idée de punir la personne en face, ça fait pas pareil. Si je vais avec de la force, mais avec l'idée de protéger la personne, et peut-être que je vais utiliser ma force, que je sois un policier, mais que je vais y aller vraiment... Je veux vraiment vous respecter en faisant ça, mais c'est pas possible. Et que je déplace, par exemple, là, je suis vraiment dans l'usage protecteur de la force. Puis ça, on sait pas toujours cette chose-là. OK. C'est vraiment intéressant. J'avais jamais entendu parler de ça. Mais bon. En famille, avec les deux filles, ton conjoint Martin, vous avez bâti puis joué à plusieurs reprises votre folle épopée d'une famille ordinaire. Qui est le nom de la pièce, dans le fond. Comment s'est déroulée cette aventure? On a commencé, Elaya avait 7 ans, donc Yukali avait 8, 9, 10, 10, 11 ans. Je me suis fait proposer une résidence de création artistique, j'avais vraiment envie d'y aller, puis je me suis dit, les filles sont encore petites, comment je vais faire? Si on y allait tout le monde ensemble. Puis Martin a dit, moi je suis partant, donc Martin est musicien. Et puis on a décidé, il y a eu des moments, moi en tout cas c'est l'expérience de ma vie où il y a eu des moments du plus grand bonheur, parce que c'est vraiment une conciliation famille-travail incroyable.
Et il y a aussi eu les moments les plus sombres et difficiles parce que justement, ça croise. Ouais, Puis que si ça devient tendu, ben là, c'est tendu dans tous les endroits pro et perso et que là, c'est vraiment compliqué. Ça doit être un défi. Ça a été un sacré défi et en même temps, il y a eu des moments très, très beaux de partage d'une famille sur scène qui n'est pas là pour montrer comment elle est bonne, mais plutôt pour dire, bon, ben, nous, on rencontre ça comme difficulté, est-ce que ça vous parle, comment on pourrait arriver à faire autrement? Puis les gens étaient là en famille, tu sais. Okay. Donc, c'est le fun d'avoir aussi les enfants qui témoignaient, qui venaient parler. On leur donnait un moment en famille aussi pour parler de ce qu'ils aimaient vivre ensemble. Il y avait un moment de gratitude aussi dans le spectacle parce que les parents exprimaient quelque chose qu'ils aiment de chaque enfant, puis les enfants exprimaient quelque chose aux parents, puis entre frères et sœurs. Donc, tu sais, ça vraiment, les gens étaient très émus, en fait. Ouais, ça doit. C'est vraiment un beau concept de faire ça avec la famille là, au complet. Là. Ouais, quand ça s'est arrêté, c'était le temps que ça s'arrête. Oui, c'est sûr. Avec ton conjoint Martin aussi, tu as mentionné qu'il est musicien. Vous avez créé le podcast radio intitulé Microphone francophone, qui est diffusé dans environ une douzaine de pays francophones, comme la France, j'ai le Bénin, le Tchad, la Belgique, le Congo, Haïti et plus. Ouais, puis les ondes de Radio Ville-Marie au Québec. OK, au Québec aussi. Parle-nous de cette émission qui se veut porteuse d'espoir. C'est 15 minutes porteuses de sens. C'est un podcast court qui est aussi diffusé sur les ondes radio, des radios dont tu as parlé entre autres. Et l'idée, c'est ce qu'on appelle, nous, un peu de gens en parlent. Donc, une initiative dont peu de personnes, tu sais, tout le monde en parle. Et nous, on avait peu de gens en parlent. Parce que l'idée, c'était aussi de donner la parole à des personnes dont on n'entendait pas parler dans les grands médias. D'avoir une culture de sens aussi, que ce soit un bout de texte, un conte, une chanson, un bout vraiment artistique qui soit inspirant, une culture de sens. Chaque fois, il y avait une chanson aussi, et il y avait des fois des moments où on dérapait un peu moi, je faisais une chronique de l'île d'Utopie, donc c'était vraiment des moments un peu plus humoristiques où on s'imaginait dans une île utopique où ce serait un peu décalé. Donc, ça a été, c'est un beau projet qui continue. Là, on doit être sur la fin des émissions. Je crois que ça va être la dernière saison qui commence. Mais ça a duré 15 ans. Donc 15 saisons? Là, on est à 14 saisons. Je crois que c'est la 15e saison qui... Écoute, le Martin confirmera, mais environ. Wow, beau projet. Ouais, c'était un grand projet. Rika, merci beaucoup de m'avoir parlé de ton métier qui est très inspirant. Merci infiniment. Merci, Fabie.